Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo à Cannes, alors à l'abri cette fois puisque dehors c'est un peu la tempête, donc on a changé un petit peu de décor pour cette vidéo, on espère qu'on pourra repartir au soleil demain. Aujourd'hui, c'est un peu un signe du temps aussi, on a vu Alpha de Julia Ducournau, qui est donc son troisième long métrage, après notamment Titane qui avait gagné la Palme d'Or en 2021. Le film suit l'histoire de Alpha, une petite fille de 13 ans, enfin une préadolescente on va dire, qui, le film commence là-dessus, se fait tatouer et risque une infection d'une maladie un peu mystérieuse qui sévit en même temps, qui transforme la peau des infectés en marbre, si j'ai bien compris. À côté de ça, donc, elle vit avec sa mère qui est jouée par Golshifteh Farahani et son oncle joué par Tahar Rahim débarque et c'est un héroïnomane. Donc voilà, on va suivre ce petit groupe, ce petit trio pour donc le nouveau film de Julia Ducournau qui, on va pas forcément faire durer le suspense. Moi, m'a paru complètement raté. Josué, qu'est-ce que t'en penses? En fait, c'est un peu étrange parce que le film est très très mal reçu. On parle un peu de catastrophe industrielle ou d'effondrement, un peu de la mise en scène de Julia Ducournau. Et je dois dire que je trouve ce storytelling légèrement exagéré puisque, en fin de compte, Grave et Titane étaient des films qui ne m'ont pas vraiment convaincu. Et j'ai l'impression qu'on tombe un petit peu dans le récit cannois par excellence, c'est-à-dire l'ascension d'un Express, parce que voilà, l'ascension Palme, express voilà. d'un cinéaste. Et puis, au contraire, la déchéance, la catastrophe, le film qui se prendrait les pieds dans le tapis rouge, quoi, d'une certaine manière. Faut dire aussi que bon, c'est quand même, il est vrai, un film très raté, qui est à peu près aussi gris que le temps qui vient de s'abattre sur le Festival de Cannes. C'est très livide. Et tu disais de maladie mystérieuse. En fait, je pense que c'est ça le problème fondamental du film, c'est que jusqu'ici, Ducournau s'en sortait par l'injection d'un élément fantastique qui produisait une série de visions. Mais en fin de compte, ces films, en tant que récit, en tant que scénario, en tant que fable, étaient toujours un peu branlants, un peu incompréhensibles, tenant du rafistolage, pour produire quelque chose. Alors même si, bon, Grave avait quand même Grave était plus resserré peut-être dans ses enjeux quoi, que Titane. et un peu plus surligné dans ce qu'il voulait dire peut-être. Là, quand même, de manière assez claire, cette maladie qui est assez peu exploitée d'un point de vue formel et plastique. Il y a quelques scènes qui font presque penser à du Romero. Moi, j'ai pensé aux zombies, du Jour des morts vivants, des choses comme ça. C'est une allégorie du sida. Et en fait, ce que le film raconte, par une logique comme ça, alors de redoublement par le fantastique, légèrement fantastique, parce qu'il y a aussi une histoire potentiellement mystique avec la mère du personnage de Golshifteh qui évoque un Farahani. démon, etc. dans la culture berbère apparemment. Le Voilà. vent rouge, il y a un petit dépôt, on pourrait dire, de mysticisme dans cette intrigue, mais en gros, l'idée, c'est que c'est une allégorie du sida. Et ce que va nous raconter le film, c'est que le sida, c'est pas seulement une maladie qui se transmet biologiquement, puisque, tu l'as dit, il y a cette scène du tatouage et donc cette espèce d'ambivalence de savoir est-ce que le personnage Elle n'arrête pas de saigner après quand elle va en classe, etc. Voilà, il y a un truc dans la peau, et d'ailleurs le film commence là-dessus sur un titre, le titre qui se dessine sur de l'argile, je crois, ou de la terre, et on va entrer dans les pores de la terre et les pores de la peau. Dans la plaie, ouais. Voilà. Mais en fin de compte, le film, même s'il va filmer par exemple l'intérieur de la bouche de l'héroïne et des choses comme ça, est moins charnel, précisément parce que c'est du marbre, c'est une surface qui est quand même un peu, alors certes un peu friable, mais en tout cas qui est quand même plus plane. Et le souci, c'est qu'en fin de compte, ce truc fantastique est un peu gratuit et participe d'une logique, je le disais, de redoublement qui se situe à différents niveaux. Alors notamment la musique, c'est-à-dire dès qu'il y a une espèce de scène qui est supposée un peu intense, elle va envoyer le son. Et surtout, à mon avis, la très mauvaise idée du film, mais même qui raconte son truc, c'est-à-dire que le sida, ça se transmet logiquement, mais c'est aussi une espèce de douleur qui se transmet mentalement dans la famille, parce que c'est ça dont ça parle d'une famille contaminée. C'est le dédoublement du film en deux lignes temporelles, qu'on remarque d'abord pour une simple raison, c'est que Golshifteh Farahani n'a pas la même coiffure et il y a une ligne narrative temporelle qui est grise-bleue très moche et l'autre qui est un peu plus orangé, ouais, voilà. Jaune pisse. Voilà. Le film est hideux plastiquement, ça il faut le dire. C'était déjà un peu le cas dans les précédents Ducournau, mais là c'est flagrant. C'est vraiment un film un peu écœurant visuellement. Mais je pense que ce truc de ligne, à la fois ça redouble le scénario et en même temps ça veut in fine distiller un petit mystère, une conclusion qui nous inviterait à tout revoir. Mais je trouve le film quand même tellement boiteux, tellement mal fichu et tellement dépourvu en fait. J'en arrive à ça. Pourquoi ce film-là est moins bien reçu que les précédents Ducournau, c'est qu'à mon avis, il manque quelque chose qui était déjà pas la part du tout la plus réussite en cinéma, c'était des visions. C'est-à-dire des espèces de visions mentales, des trucs vaguement hérités du cinéma horrifique. Et là, le film en a très peu, ou alors elles sont très pauvres, et donc reste juste,
un scénario mal fagoté. Mais ce qui est un peu déplorable dans le film, en regardant, c'est que quand tu dis le cinéma du chrono cherche des visions, c'est que là on a quand même le sentiment quand tu regardes le film qu'à chaque séquence il y a une tentative de construction de vision. Donc dans la piscine, quand elle sort, piscine, c'est vraiment piteux quand même. Quand elle est sous ses draps, qui reprend la scène d'Engrave, les visions aussi de réanimation qu'on a vu dans Titan, là, qui revient au moins 2 fois. Enfin voilà, on a l'impression que chaque scène essaie de construire un truc. Alors je peux lui reconnaître à la limite au film de même pas vouloir se cacher, justement d'essayer de construire quelque chose de très superficiel qui serait une vision un petit peu mentale, un petit peu voilà, un peu crado. Moi ce qui me déplore le plus, et puis évidemment là tu en as déjà parlé, c'est vraiment la plasticité hyper on va dire calibrée du film en fait, qui essaie d'inventer des choses plastiquement mais qui en fait n'arrive pas du tout. Alors, on est vraiment dans cette idée que j'avais presque l'impression de voir un film, tu sais, un peu Canon 5D, avec filmé un petit peu de manière sans aucune inspiration, et surtout, on a l'impression qu'en plus, cette espèce d'enchevêtrement narratif là, qui est un peu particulier quand même par rapport à ces films présents, parce que c'est un film qui est situé dans les années 80, on l'a pas précisé, mais c'est son premier film un peu qui est pas dans le présent. Ce truc-là, en fait, finit par devenir. Je peux même dire quand même, il y a toujours eu un truc, alors un petit peu moins quand même d'Engrave, mais déjà, il y a toujours une manière chez elle de rendre flou l'ancrage territorial et l'ancrage temporel, c'est-à-dire c'est des films qui sont un peu atemporels et agéographiques. C'est des films de genre à demi-sociaux, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a toujours un ancrage en même temps, on parle pas vraiment des... mais en même temps, on sent que c'est pas le vrai monde, c'est qu'un monde qui serait du cornoïsé, quoi, d'une certaine manière. D'ailleurs, on les voit quasiment pas à l'extérieur, en fait, dans ce film. C'est une espèce de banlieue bizarre, c'est ça. C'est un peu une dystopie, en même temps, c'est les années 80, tu vois, c'est pas vraiment les années 80 non plus, c'est un espèce d'horizon qui serait inspiré des années 80, qui se veut des années 80, mais qui ressemble pas vraiment aux années 80. Mais tu vois, sur ça, sur la question de l'allégorie, parce que c'est tout sa vision du cinéma de genre aussi, le cinéma de genre est une allégorie d'un fait de société. Voilà, en gros, pour sa vision à elle en tout cas. Enfin, et là, Titan, c'était un peu plus confus que ça. Du coup, c'était un peu plus confus. En fait, là, c'est tellement clair et tellement net, et surtout tellement simpliste et tellement déjà vu, si tu veux. Enfin, voilà, dans les années 80, il y a eu beaucoup de films de genre, et d'ailleurs, elle s'amuse à les citer. Elle cite la citation d'Edgar Allan Poe, qui est reprise dans Carpenter moins plusieurs fois. Elle cite plusieurs films des années 80, évidemment. Moi, j'ai pensé un peu à Benex par moment, dans cette ambition comme ça de cinéma du look. Voilà, cette époque-là, on peut penser à Carax, Mauvais Sang, etc. Dans les courses des personnages. En plus, voilà, ça parlait déjà un petit peu de ça. Et donc, on a cette idée aussi, je trouve, que en fait, le film essaie de tresser une métaphore, mais qui est une métaphore qui est ultra lisible. Je veux dire, je ne comprends pas l'intérêt de passer par la métaphore pour évidemment parler du sida et pour en même temps ne pas faire complètement un film fantastique, tu vois, un film de contamination avec, comme tu l'as dit, des zombies. Enfin, le film est vraiment le cul entre deux chaises et il n'arrive pas à trancher et ça lui donne un côté hyper plat et pas du tout profond. C'est pour ça que les gens aussi finalement ne voient que la surface du film, puisqu'il n'y a plus de trouble dans le sujet, si tu veux. On est vraiment dans une espèce de surface un peu morne, et puis c'est vrai que le film est quand même très moche, donc c'est ça qui ressort. Il y a un moment en fait, là on entre un peu dans les détails, mais c'est vrai que il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'en fait qu'on comprend que le personnage du junkie est peut-être lui aussi en fait atteint d'une maladie, et comme il y a un écart entre la scène du début et il y a un saut dans le temps de 8 ans, il y a un truc sur l'évolution de ses symptômes qui est très bizarre. Et donc on se demande, moi je me suis posé la question durant le film, c'est est-ce qu'il n'aurait pas guéri? Est-ce que justement sa mère, quand elle lui met de l'eau dessus, n'aurait pas trouvé une espèce de solution mystique, une incantation qui aurait sauvé? Et donc là on entrerait sur quelque chose qui est ouvertement surnaturel. À mon avis, c'est le seul endroit du film, jusque dans sa conclusion, qui justifie entre guillemets l'argument fantastique. J'aurais un léger désaccord avec toi, c'est que sur les précédents films, c'est-à-dire quelque chose que j'ai reproché beaucoup à Jody Corneau, c'est que c'était des films aussi qui se regardaient beaucoup. Et ils se regardaient beaucoup notamment par l'entremise d'une scène qui était un peu matricielle et répétée, qui était une scène de contemplation de miroir. Je sais pas si tu te souviens, mais dans Grave, le personnage se roulait une pelle à elle-même, de même que Vincent Lindon était dédoublé, il regardait son corps à moitié nu, etc. Et ces plans-là, ces images-là, produisait quand même un peu une espèce d'allégorie du cinéma du Cournot, qui était un cinéma qui se mirait un peu lui-même. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins ça, il y a beaucoup moins ce truc narcissique, il y a beaucoup moins ce truc d'en mettre plein la vue, et du coup, toute la faiblesse de la mise en scène est d'autant plus criante. Mais le film n'est pas beaucoup moins accompli, beaucoup plus raté que les précédents. C'est pour ça que d'une certaine manière, j'ai presque envie de sauver la pauvre Julia Ducournau. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a presque une responsabilité de la critique qui lui a dit tout de suite qu'elle est géniale alors que ses films étaient boiteux. Et maintenant qu'en fin de compte, elle est un tout petit peu moins virevoltante dans ses effets les plus criards, on dit c'est une catastrophe, elle a perdu. Ouais, et puis j'ai envie de dire la critique, et puis Cannes aussi, enfin, je veux dire, donner une palme d'or pour un second long métrage qui était aussi moyen, on va dire, que Titan, et encore je suis un peu gentil franchement, ça peut donner ça, voilà, ça peut donner ce truc là. Du coup il y a une espèce de retour de bâton, mais qui est presque aussi injustifié d'une certaine manière que l'encensement des premiers films, parce que c'est à peu près aussi médiocre. Ouais, et puis pour moi ça révèle un truc qui était déjà là depuis le début, comme on dit, c'est que c'est un cinéma très calibré en fait, hein. Ça m'a frappé à quel point tous les dialogues ont une fonction allégorique à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'à chaque situation on va avoir un personnage qui va dire quelque chose qui est censé refléter une perception de la société, refléter un état du corps, un état de familial ou quoi que ce soit, enfin, et du coup
tout sonne faux. Enfin, il y en a vraiment ces trucs, et c'est très gênant, moi je trouve, hein, je sais pas ce que tu as pensé, quand elle essaie de raccrocher à une forme de sociologie, par exemple, la réunion de famille marocaine autour d'un couscous, où en gros, là, les personnages d'un coup se mettent à exister sociologiquement, quand bien même le film serait complètement abstrait. On sent qu'elle veut absolument injecter des doses comme ça de réel. J'ai un collègue, ça très maladroit. Enfin, j'ai un collègue qui me disait très gênant, que ça me faisait penser à la scène du couscous dans La Graine et le Mulet au début, la réunion familiale, et c'est un peu vrai. C'est-à-dire cet entremêlement, mais il y aurait sans la gloutonnerie en fait, hein, de Kichiche, quoi, et des personnages non plus. C'est-à-dire que finalement, on d'une certaine manière, moi, ce passage m'a pas vraiment gêné, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un peu boiteux à tous les niveaux. Et il n'y a même pas aussi ce truc qui était un peu intéressant dans les précédents films, c'est-à-dire de filmer une actrice, un visage qu'on n'a jamais vu. Et donc de filmer une espèce d'apparition, une apparition dont on va triturer le corps, et là aussi sur ce terrain-là, le film est un peu décevant. Oui, là, après, ce serait Tahar Rahim, mais bon, personnellement, j'avais déjà vu le film qui s'appelle Le Mauritanien, je sais pas si tu l'as vu, avec Jodie Foster notamment, où Tahar Rahim jouait aussi déjà cette espèce de partition-là. Mais c'est vrai que dans le précédent, au moins, on pouvait se raccrocher un peu à Vincent Lindon, qui était une sorte de contre-emploi. Là, ça a occasionné une collision intéressante, que là, on n'a pas du tout. Et c'est vrai que ça fait un peu flop, quoi, du coup, l'opération, en tout cas de Julia Ducournau, qu'on commence à connaître. Évidemment, bon, on n'était pas forcément des grands fans de Ducournau, ça va pas nous convertir, mais au moins on relativiserait, je dirais, et on peut conclure là-dessus un peu voilà, sur la catastrophe que serait le film. En fait, on est sur le même niveau depuis le début, donc on ne va pas dire qu'on vous l'avait dit, mais ça reste son pire film, mais pas à un degré de différence aussi flagrant que ça. Voilà. Merci beaucoup Josué pour cette vidéo. On espère qu'on se revoit demain sous le soleil. À demain tout de suite, c'est la carte blanche. Pour la carte blanche du jour, je vais vous parler de Exit 8 de Genki Kawamura. C'est un film qui est présenté en séance spéciale, un film japonais, qui a une petite particularité, parce que c'est finalement assez rare à Cannes, c'est que c'est un film adapté d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui s'appelle Exit 8 aussi, et qui avait déjà pour singularité, même s'il y a d'autres jeux du même genre, d'être un jeu, on va dire, très épuré. Hein. L'idée est très simple, et elle est reprise très fidèlement dans le film. C'est l'idée que un jeune homme dans le métro à Tokyo va se retrouver dans une boucle, hein, c'est-à-dire un couloir qui se répète à l'infini. Pour sortir de cette boucle et pour pouvoir sortir enfin du métro, il va devoir repérer des anomalies qu'il y a dans le plan, un peu sur le jeu des 7 différences tout simplement, des anomalies qu'il y a dans le couloir. Hein. Est-ce qu'il y a une affiche qui a été changée? Est-ce que le passant qui n'arrête pas de traverser ce même couloir un peu comme un automate s'arrête ou pas? Voilà. Et s'il repère une anomalie, il doit faire demi-tour, et au contraire, s'il n'en repère aucune, il avance. Et à chaque fois, s'il fait le bon choix, il va monter en grade jusqu'à atteindre la sortie 8, donc il y a 8 niveaux, on va dire. Voilà pour le principe, et évidemment s'il échoue, il recommence à zéro. Donc c'est un principe de série B, vraiment, le film est vraiment sans prétention, c'est un film de série B assez modeste, et qui pourtant, voilà, derrière cette espèce de concept en fait très simple, d'escape game on va dire, un peu minimaliste, un peu horrifique, de labyrinthe mental évidemment. Derrière ce concept-là, il y a quand même des grandes idées de mise en scène, je trouve, qui se cachent, alors grande, j'exagère un petit peu, mais en tout cas des idées de mise en scène qui interrogent aussi la question du point de vue vidéoludique et comment on l'adapte au cinéma. C'est une question moi, que je me pose très souvent et qui est un peu insoluble. Souvent les adaptations de jeux vidéo adaptent les récits et ne s'embarrassent pas de porter à l'écran la question du gameplay. Là, ce que fait le film, c'est une idée très simple, c'est simplement de désolidariser le point de vue de la caméra avec celui du personnage, parce que dans le jeu vidéo, on voyait du point de vue de l'avatar. Là, au contraire, la caméra va sans cesse s'écarter, tourner autour du personnage, effectuer des travelling, même des raccords qui en fait cassent un peu la logique d'un film à la première personne. Et grâce à ça, on va permettre des surgissements dans le plan, des surgissements horrifiques, et des choses qui m'ont fait penser, un petit peu là je cite des films qui moi me plaisent, c'est les films Smile 1 et 2 de Parker Finn, ou par exemple même évidemment certains travelling dans Shining de Kubrick. Les références sont peut-être un peu écrasantes, c'est un film beaucoup plus modeste, mais en tout cas voilà, le film va sortir en septembre il me semble, donc je le recommande. C'est une petite série B qu'on a un peu sous la semelle, et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir ici à Cannes, parce que c'est vraiment pas, on va pas se mentir, leur spécialité. À demain.